Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous recevoir, Olivier et Michael. Donc pour un livre qu'on a sorti aux éditions Libertalia, Marxiste et libertaire, Affinité révolutionnaire. C'est un livre qui était paru il y a une dizaine d'années sous un autre titre qui était Nos étoiles rouges et noires, c'est ça, chez Fayard. Mmh. Après, on rigolait entre nous et je disais, ouais, aujourd'hui, ce serait le titre serait réactionnaire et néofasciste. Voilà, donc non, c'est bien marxiste et libertaire. Ça correspond tout à fait à la ligne éditoriale des éditions Libertalia. Alors, c'est vrai que du coup, on a quand même le côté marxiste et le côté libertaire. Mais c'est très important pour nous. Au sein de la maison d'édition, on a toujours imaginé notre ligne éditoriale comme une passerelle, donc de plusieurs courants. J'aime pas dire d'extrême gauche, donc je vais dire plutôt d'outre gauche. Je sais pas, mais voilà, subversif. Et dans notre catalogue, il y a énormément d'auteurs et d'autrices qui sont pas forcément issus du même sérail, mais qui se retrouvent sur presque tous les points. Donc c'est exactement le thème du livre. C'est en plus, je trouve, une histoire intéressante à raconter, des points de convergence qu'il y a entre nous, puisque effectivement, on est du même côté de la barricade, on fait partie, voilà, des mêmes, même si on ne fait pas partie des mêmes instances, on se retrouve sur presque tous les points. Et notamment, je trouve que c'est salutaire de sortir ça en ce moment, quand on voit que la demande de dissolution d'Urgence Palestine, de la Jeune Garde, il y a énormément de choses qu'on a en commun et on va en parler tout au long de cette soirée. C'est ce qu'il y a dans le bouquin. Il y a des événements historiques, il y a des grandes figures qui sont autant prisées voilà, par les marxistes que par les libertaires, et voire des autonomes et d'autres. Donc peut-être, donc c'est un livre, je précise, donc qui a été vraiment écrit à quatre mains. C'est pas courant. Peut-être vous pourrez aussi nous raconter comment vous avez travaillé. Et on pourrait commencer peut-être par justement que vous nous disiez qu'est-ce qui a déjà à l'époque, il y a 10 ans, vous a donné envie de noter ces points de convergence. C'est une histoire. En général, on a plutôt tendance à noter les points de divergence, tous les points de détail, toutes les embrouilles, les scissions, et on en connaît. On en a tous connu dans nos organisations. Et en fait, d'appuyer là-dessus, de dire non mais attention, en fait, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est hyper important qu'on fasse bloc. Voilà. Donc, qu'est-ce qui, à l'époque, il y a déjà 10 ans, vous a donné envie d'écrire là-dessus? Oui. Merci. Et je voudrais vraiment remercier au nom de nous deux les éditions Libertalia d'avoir eu l'idée de rééditer notre livre dans une version actualisée, bien sûr. Nous sommes vraiment très contents et très fiers d'être publiés par Libertalia. C'est vraiment quelque chose qui nous réjouit beaucoup. Bien. Bon, la première édition du livre a été traduite en portugais, espagnol, anglais et allemand. Et donc, ça a eu... oui, en grec, oui, évidemment. Bon, donc, apparemment, ça correspond à un certain besoin, non seulement en France, mais à l'échelle plus large. Bon, alors, quel besoin, justement, quel besoin avons-nous ressenti pour avoir envie d'écrire ça? Ben, on n'était pas content de lire les histoires du mouvement ouvrier, qui sont la plupart, qui racontent comment le marxiste et les anarchistes se sont détestés cordialement, ont mené des batailles, des conflits, et souvent des histoires écrites par un côté pour dénoncer toute la turpitude de l'autre. Chacun fait la liste, etc. Donc, on voulait faire quelque chose de différent. Parce qu'on sentait qu'il y avait une autre histoire qui est peut-être moins connue, mais qui est très importante, qui est celle des convergences entre les marxistes et les libertaires. Depuis
les débuts, disons, depuis la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'est un grand événement fondateur du mouvement ouvrier révolutionnaire. Et justement, là, les marxistes n'existaient pas, bon, mais des gens très proches de Marx, comme Léo Frankel, et des gens qui étaient des proudhoniens, bon, peut-être dissidents, mais des proudhoniens comme Eugène Varlin. Bon, ils étaient ensemble à la direction de la Commune de Paris, ils ont combattu ensemble dans les barricades. Bon, donc c'est un premier exemple de cette convergence. Mais on va la suivre tout au long de l'histoire jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si le livre est dédié à la mémoire de Clément Méric. C'est quelqu'un qui incarne pour nous ces combats antifascistes tellement décisifs à notre époque et qui doit être mené ensemble par les marxistes et les libertaires. Bien. Alors, donc, ce qu'on veut essayer de rompre, c'est avec l'historiographie qui diabolise l'autre, qui existe. Alors, on cite tout au début du livre un exemple bien connu, Joseph Staline. Joseph Staline, qui s'est fendu d'un livre en 1907, Anarchisme ou socialisme, point d'interrogation, dont je cite quand même un paragraphe. Nous estimons que les anarchistes sont les véritables ennemis du marxisme. Par conséquent, nous reconnaissons aussi qu'il faut mener une lutte véritable contre de véritables ennemis. Fin de la citation, on connaît la suite. Bon, voilà, on voulait faire un peu le contraire de ça. Bien, sans occulter le désaccord et les conflits. Bon, il y a un chapitre sur Kronstadt, on essaie de faire la part. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. On peut revenir à ça dans la discussion. On n'occulte pas les conflits, mais on met quand même l'accent sur les convergences qui ont eu lieu tout au long de cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Et on a mis aussi une série de personnages marxistes, mais qui étaient respectés par les libertaires, et vice-versa, de dirigeants anarchistes respectés par les marxistes. Il y a aussi cet aspect-là. Et puis, il y a un chapitre où nous parlons d'auteurs que nous appelons marxistes libertaires, c'est-à-dire qui ont essayé, chacun à sa façon, de combiner ces deux démarches, ces deux façons de penser la révolution, qui, à notre avis, ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Et alors là, il y avait, on a pris, dans la première édition, il y avait 3 hommes qui étaient Walter Benjamin, André Breton et Daniel Guérin. Et nous avons ajouté dans cette version nouvelle une femme, Pénélope Rosemont, qui, contrairement aux autres, est toujours vivante, toujours active, qui est une écrivaine, essayiste et artiste surréaliste de Chicago, qui a milité dans sa jeunesse dans le mouvement étudiant rebelle aux États-Unis. Elle et avec son compagnon Franklin Rosemont, ils ont inventé un slogan qui a eu beaucoup de succès à l'époque de la guerre du Vietnam. Faites l'amour et pas la guerre. Et ils ont inventé aussi un autre slogan. Malheureusement, il a eu moins de succès, mais il était pas mal. Je suis un ennemi de l'État. Il y avait un bouton comme ça. I'm an enemy of the state. Bon. Et ils ont milité ensemble aussi dans un mouvement qui a eu beaucoup d'influence aux États-Unis au début du siècle, IWW, International Workers of the World, un mouvement qui était syndicaliste révolutionnaire, anarcho-marxiste, disons, on peut dire. Ils étaient militants dans ce mouvement-là, tout en ayant cette activité de penseurs et artistes surréalistes. Alors je me suis rendu compte en regardant ces chapitres que parmi les auteurs dont on parle, 3 sont surréalistes. Bon, on n'a pas fait exprès, c'est comme ça. 3 sont surréalistes. Et Walter Benjamin, qui n'était pas surréaliste, a écrit un essai sur le mouvement surréaliste. Et dans cet essai, il y a une phrase que je vais quand même vous citer. L'essai est de 1929. Donc, dit Walter Benjamin sur le surréalisme. Il commence comme ça. Depuis Bakounine, l'Europe n'a plus une idée radicale de liberté. Les surréalistes en ont.
Fin de la citation. Je pense que c'est un très bon résumé de l'esprit du surréalisme, l'idée radicale de liberté. Et pour nous, c'est très précieux, cette idée radicale de liberté. Et c'est pour ça qu'on aime, disons, de lancer cette idée, cette proposition qu'on appelle le marxisme libertaire. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un corpus, c'est justement juste une sensibilité, une idée, un esprit. Et c'est l'esprit qui a inspiré notre livre. Bon, nous sommes tous les deux de générations, pas tout à fait de la même génération, mais on s'entend très bien. On a écrit au moins 5 livres ensemble, si je me rappelle bien les comptes. On aime travailler à 4 mains. Et bon, on a écrit ces livres aussi comme ça. Chacun, on se partage le boulot. D'abord, on fait un plan ensemble, on se partage le boulot. Après, chacun lit le chapitre de l'autre et dit, bon, ici, ça ne va pas, il faut changer, etc. Bon, et on se met d'accord. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Il y a toujours un chapitre qu'on signe séparément. Dans ce livre, il a une lettre à Louise Michel. C'est une lettre personnelle, parce que lui, il a un rapport personnel avec Louise Michel. Donc, c'est lui qui la signe. Et moi, j'ai signé l'entrée sur Benjamin Péret, le poète surréaliste, parce que j'ai connu Benjamin Péret. Bon, j'ai eu de longues conversations avec lui. Donc, j'ai aussi un rapport personnel à Benjamin Péret. Mais bon, pour les restes, les chapitres sont écrits par un, mais discutés, critiqués par l'autre. Donc, on les assume ensemble. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus Voilà. Oui, Olivier va compléter. Moi, quelques mots aussi, remerciant en effet Libertalia pour nous avoir permis cette réédition actualisée. Et en effet, le sujet, le livre, et nous, on a beaucoup plus notre place ici que dans l'ancienne édition, surtout que du temps a passé, depuis le temps qu'on l'avait écrit la première mouture, avec déjà en le dédiant déjà à Clément Méric. Je pense à ça parce qu'il y a le rassemblement dont on sort pour certains d'entre nous malgré la pluie, et on voit à quel point le temps politique n'a fait depuis que s'aggraver, et que mine de rien ça fait partie de la réactualisation. L'antifascisme qu'on avait mis comme si c'était une évidence en fait, et sans vraiment la développer, c'est probablement devenu une des fameuses passerelles, en tous les cas un drapeau derrière lequel on se retrouve de plus en plus, et qui nous ramène peut-être aussi à l'essentiel dans la période dans laquelle on est en train d'évoluer. Et puis je pense, même si c'est pas dans les mêmes circonstances, je pense à Julien, je pense à Rico et quelques autres camarades qui nous ont accompagnés dans toujours ces frontières un peu étranges. Alors je dis un peu étranges parce qu'elles sont pas communes. Bon, je pense que ça sera la même chose dans cette réédition actualisée, mais à l'époque déjà ça nous avait valu et des boulets rouges et des boulets noirs, puisque le sentiment de propriété, malgré tout, du point de vue politique et de la culture politique, est très ancré dans nos courants, bizarrement, quand on est marxiste, ou on est libertaire. Et tous ceux qui viennent nous dire que, en fait, il y a des espaces communs, il y a des histoires communes, c'est bizarre. Là encore, juste au moment de la réédition, j'ai tout de suite reçu sur les réseaux sociaux un message en disant toi, si tu es libertaire, moi je suis marxiste depuis la naissance. Voilà. Et je lui ai répondu donc tu as déjà lu le livre, parce que en effet, c'est ça l'idée, c'est que finalement, on a tous quelque chose d'un peu différent que ce qu'on croit. Alors c'est pas béni oui, on n'a pas voulu faire ça, ni masquer ni quoi que ce soit, mais c'est comprendre que si vous prenez une discussion en fin de manif entre une marxiste, une libertaire dans un café, vous voyez en général ce que ça donne. Ça va vite à l'essentiel, c'est-à-dire Kronstadt au bout de quelques minutes. Et très très vite, on en arrive à l'idée que de toute façon, tout ça, c'est indépassable. Vous prenez cette discussion, vous allez à l'exact opposé, vous avez à peu près notre livre, en tous les cas, en termes de mentalité, de volonté, d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on a pris les différentes... Où là, on n'invente pas l'eau chaude, ça existait, c'est étayé, c'est recoupé par nos différentes familles politiques au sens large. La longue histoire de la Première Internationale, la Commune de Paris, les pages du syndicalisme, y compris du syndicalisme révolutionnaire, la Révolution espagnole. On l'a pris aussi par le biais de thématiques, par le biais d'un certain nombre de galeries de portraits aussi, de camarades qui ont évolué parfois entre deux eaux sans masquer d'où on vient. Nous, on est marxistes, révolutionnaires, mais qu'il y a ces épisodes qui ont existé,
On revient y compris sur les sujets sensibles, donc y compris les fameuses discussions de bistrot, mais qui ne sont pas que des discussions de bistrot, parce qu'elles se renvoient à un épisode tragique de la Révolution russe qui est en effet Kronstadt. On dit nous ce qu'on en pense, ce qui n'est pas là forcément le cas de tous les marxistes qui vous diront pas forcément la même chose, peu importe. Et c'est pas le but du jeu, c'était pas pour nous de régler les comptes, solder les comptes ou de regarder dans le rétroviseur de l'histoire. C'était d'essayer de voir un peu aussi sur des questions de fond, en quoi en réalité on a tous et toutes des angles morts. Sauf à penser, alors après, la gauche révolutionnaire, hein, dans son ensemble, qu'elle soit marxiste, libertaire ou autre, regorge de courants politiques qui ne doutent pas. Hein. Donc on aimerait être formaté psychologiquement comme ça doit être beaucoup plus rassurant. On dort mieux, surtout par les temps qui courent. Bon, nous, c'est pas notre cas, on doute. On doute à haute voix et on pense qu'on a des angles morts. On peut penser qu'on a tout écrit, qu'on a tout fait, qu'on a tout réfléchi. Malheureusement, j'ai pas l'impression que l'histoire soit là pour nous dire que c'est le cas, ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé, ou alors il suffirait de répéter tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qu'on a déjà pratiqué, en le disant encore plus fort et en le pratiquant plus fort, et puis à un moment ça va marcher. Il y a une autre solution, c'est qu'en fait il n'y a pas un courant politique, il n'y a pas une histoire politique à elle seule qui peut prétendre avoir fait la synthèse de tout et avoir la réponse sur tous les sujets. Bon, nous on s'inscrit plutôt dans cette optique-là. Et dans les angles morts respectifs, il y a des questions qui touchent des questions qui ne sont pas que des questions tactiques, qui sont des questions stratégiques, et qui sont des questions qu'on laisse ouvertes, hein, par ailleurs, enfin on ne les règle pas. Mais c'est aussi une invitation à débattre. Moi, c'est là-dessus que je voulais insister. Vous prenez la démocratie, enfin, moi je suis révolutionnaire, plus que jamais, plus encore que quand j'ai commencé à militer, mais convaincu que c'est qu'un moyen de changer la société. Ce qui me motive, comme vous tous et toutes, j'imagine, c'est se battre pour une société d'émancipation, d'égalité. Bon, peu importe les termes qu'on mettra dessus, on l'appellera socialisme libertaire, communisme, à la limite, c'est pas le plus important, écosocialisme. En tous les cas, la question de la démocratie, elle est au cœur de cette question-là. La démocratie, c'est globalement, on cherche une société où la majorité puisse décider pour elle-même. À peu de choses près, c'est pour ça qu'on se bat. Dans la société actuelle, une minorité décide, c'est les capitalistes. Dans les sociétés bureaucratiques à l'Est, c'était une minorité d'apparatchiks qui décidait pour la majorité. Donc la question de la démocratie, elle est centrale, elle est vraiment vitale. Et cette question-là, c'est une question en tension. Si on la prend sincèrement, objectivement, pour moi, c'est une question en tension. Où là, la critique des uns et des autres est bonne à prendre. Par exemple, là plus que jamais, alors j'ai une histoire personnelle avec Louise, même si je ne l'ai pas connue en effet, mais Louise Michel, elle a des fulgurances. Quand elle dit que le pouvoir est maudit, elle a raison. Et le pouvoir, c'est pas que des places, c'est pas que des postes, c'est pas que des rouages institutionnels. Le pouvoir rend malade. Vous prenez même des manifs de la gauche radicale, vous regardez, allez faire un tour sur qui est en tête, quand vous avez des banderoles, vous allez voir que le pouvoir, ça commence là. Moi, je l'ai déjà vécu, je vois que... Et ça rend dingue. Après, Louise, elle rajoute, voilà pourquoi moi je suis anarchiste. Bon, moi, j'arrive pas à l'être. C'est pas pour refaire une vanne, j'arrive pas à l'être parce que je pense que ce pouvoir-là, il faut le prendre entre les mains de ceux qui l'ont pour essayer d'en inventer un autre. Avec un P qui soit le plus petit possible, des institutions qui est le plus petit I possible, et où la démocratie soit partout. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé plein de sujets. C'est-à-dire, même quand on pense le confédéralisme démocratique chez les Kurdes, quand on pense un bilan critique de la Commune de Paris, on est tous et toutes partants dans l'idée qu'il y a probablement 80% de nos sujets, peut-être plus, qu'on pourrait décider localement, mais qu'on ne peut pas tout décider localement. C'est pas possible. Si on prend ne serait-ce que la crise climatique, la crise écologique, du point de vue des ressources énergétiques, on ne peut pas dire chacun va se démerder, ça c'est pas possible. Donc il y a forcément des niveaux, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais des niveaux de décision qui ne peuvent pas être que locaux. Donc il faut mandater, le fameux mot mandataire qui est un beau mot à la base. Hein. Comment on fait pour les contrôler, les mandataires, les révoquer, comment on fait pour qu'ils ne s'enquistent pas, comment on fait pour que dans les lieux de délibération de ces mandataires, il y ait des espaces de discussion démocratique. Donc c'est quoi la place du... C'est vrai, c'est des sujets très concrets. Hein. Le mandat impératif ou pas, c'est compliqué. Dire un mandat impératif, c'est-à-dire que tu as un mandat, tu n'en bouges pas. Tu ne bouges jamais de ton mandat parce que c'est la base qui te l'a donné. Mais ça veut dire que l'échelle d'au-dessus, qu'est-ce qui se passe dans l'échelle d'au-dessus? C'est des lieux de délibération qui sont là que pour régler administrativement des choses qui ont déjà été décidées, ou c'est aussi des espaces de discussion? Je vais prendre une autre question, qui est une question stratégique. Elle est terrible. Elle renvoie malheureusement à l'actualité, à l'ère du temps. La question de la violence. On est confronté à un monde qu'on connaît tous et toutes dans cette salle, qui évolue vers le pire. C'est probable qu'on y goûte d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, ça ne sera pas la fin de l'histoire. Il faudra résister à ça. Et on sait à quel point la question de la violence, dans ce cadre-là, elle est essentielle. Et c'est une question majeure dans un processus d'émancipation. Pour nous, la violence, c'est pouvoir autoprotéger le mouvement d'émancipation jusqu'au bout, pour le dire un peu rapidement.
N'empêche que là aussi, il y a des contradictions. Parce que le temps, par exemple, de l'exercice militaire dans un processus révolutionnaire, par nature, c'est un temps court. Même la colonne de Routy, hein, c'est pas vrai qu'il y avait des congrès, des assemblées générales délibératives qui duraient 24 heures. C'est pas vrai. C'est le temps court. Et le temps court, par nature, c'est le temps un peu contradictoire avec la démocratie. Et donc il y a une contradiction entre efficacité et démocratie. Et sans parler même de la violence, regardez tous les débats qui aujourd'hui polluent une partie de la gauche radicale, on est aussi dans cette tension-là. Ceux qui disent, finalement, ceux qui se prennent un tomberon de boue en ce moment, qui, par exemple, c'est la France Insoumise, pour ne pas les nommer, et dont on est solidaire par rapport aux tomberons de boue qui subissent la répression, la stigmatisation, parce qu'on sait ce qui se trame derrière, mais qui revendiquent parfois, chez certains et certaines d'entre elles, l'idée que l'efficacité, c'est mieux que la démocratie, parfois. Genre, aller voir au NPA. Parce que nous, évidemment, le coût de la démocratie, on le connaît, il faut un plan de GPS pour s'y retrouver dans nos tendances, nos fractions, nos scissions, donc on ne peut pas pavoiser. Mais en même temps, la démocratie, ce n'est pas une question tactique pour moi, c'est une question stratégique. Et c'est un vrai dilemme. Donc voilà, je termine là-dessus. C'est pour dire qu'il y a des questions ouvertes et que si on ne se raconte pas trop d'histoire, à travers une pratique commune, qu'on a essayé de réactualiser notamment sur le thème de l'antifascisme et de l'internationalisme, parce qu'à gauche, toute la gauche n'est pas internationaliste, et c'est aussi là où on se retrouve, à partir de cette pratique, il y a aussi peut-être des débats nouveaux ou renouvelés qu'on a besoin d'avoir, en tous les cas dont nous, on serait gourmands de pouvoir les avoir avec qui veut. Je voudrais juste dire un mot sur Kronstadt quand même. Hein. C'est l'éléphant dans la boutique. Bon. Alors, il y a une historiographie marxiste et une historiographie anarchiste qui ont en commun d'analyser Kronstadt comme un conflit entre révolution et contre-révolution. Sauf que pour ces historiens anarchistes, la contre-révolution, c'est les bolcheviks. Et pour les auteurs marxistes ou bolcheviques, la contre-révolution, c'était Kronstadt. Hein? Bon. Mais enfin, il y a cette idée que c'était une guerre entre révolution et contre-révolution. Bon, notre point de vue était que c'était un conflit fratricide entre deux forces révolutionnaires. Hein? Les révolutionnaires bolcheviques et les révolutionnaires anarchistes. Bon, est-ce que nous pensions cependant qu'il y aurait peut-être la possibilité d'éviter ce conflit? Et il y a eu une tentative de médiation entre les bolcheviks et les rebelles de Kronstadt. Et la personne qui a pris cette initiative s'appelle Emma Goldman, qui était une libertaire, qui était venue en Russie, en Union soviétique, en soutenant critiquement les bolcheviks, mais de plus en plus critiques. Et au moment de Kronstadt, elle a proposé aux bolcheviks une médiation pour trouver un moyen d'éviter la guerre fratricide. Les bolcheviks, Zinoviev pour commencer, ont refusé cette médiation et c'est pour ça qu'on est arrivé à la conclusion qu'ils sont le responsable. En dernière analyse, s'il y a eu ce conflit et s'il y a eu tous ces morts des deux côtés, etc., et, enfin, toute cette catastrophe aurait peut-être pu être évitée si les dirigeants bolcheviks et Zinoviev en tête n'avaient pas refusé la médiation. Voilà, c'est un peu, je résume, hein, il y a un long chapitre avec des hauts et des bas, mais juste pour que vous ayez une idée de ce qu'on pense sur cette histoire. Donc, vous verrez dans le bouquin, il y a énormément de portraits de gens qui effectivement ont été adorés des deux côtés, qui avaient ces deux facettes-là. Et il y en a un, en tout cas, j'aimerais bien qu'on aborde ce cas-là. C'est le sous-commandant Marcos. Parce qu'on voit dans cet exemple-là, donc ça vient de l'étranger, et que c'est vraiment une révolution, la révolution zapatiste, qui nous a donné de l'espoir, beaucoup d'espoir, des deux côtés, enfin, chez tous les libertaires évidemment, et les marxistes aussi. C'est vraiment un exemple d'une révolution où on remet en cause le fonctionnement d'un État, notamment avec les caracoles, avec tout ça. Et j'aimerais vraiment que vous nous parliez de pourquoi vous avez choisi de parler du sous-commandant Marcos dans le bouquin et voilà, et où est la passerelle chez lui, marxiste, enfin communiste libertaire. Bien. Oui, alors effectivement, pour nous, c'est un des personnages qui incarne des
pont possible entre la tradition marxiste et libertaire. C'est quelqu'un qui s'est formé dans le marxisme, pur et dur, plus ou moins guévariste, je pense, mais qui, confronté à la réalité, c'est-à-dire de la culture et les modes de vie des communautés indigènes et la dynamique qui a pris ce mouvement révolutionnaire qui est sous l'égide de l'armée zapatiste, a changé. Et sans formuler, disons, de façon doctrinaire, disons, comment on dit, un projet clé en main de comment, mais disons, dans la pratique, a trouvé une forme d'organisation, de lutte et je dirais aussi des pouvoirs nouvelles, décentralisées, fondées sur les communautés locales, mais en même temps avec une organisation disciplinée, militaire, qui est l'armée zapatiste. Donc la combinaison de ces deux choses, paradoxales, une armée disciplinée et de communautés locales qui ont une large autonomie et qui prennent leurs décisions, etc. Donc c'est dans la pratique, c'est une expérience profondément radicale, profondément subversive et novatrice, qui n'entre pas dans le tiroir traditionnel. Et c'est pour ça qu'elle intéresse tellement de monde. Et c'est pour ça qu'il y a tant de libertaires et des marxistes qui sont attirés par cette expérience. Voilà, c'est quelque chose qui a réussi, un miracle, un mouvement, disons, d'insurrection sur toute une région du Mexique qui dure depuis 30 années. Hier, par hasard, je dînais avec un camarade français et sa compagne mexicaine. Il est français, mais il vit depuis 30 ans au Chiapas, parce qu'il a choisi de devenir mexicain et de lutter avec les zapatistes. Et il est devenu un des théoriciens du mouvement zapatiste, il s'appelle Jérôme Bachet. Voilà. Et effectivement, je pense que nous avons tous beaucoup à apprendre avec cette expérience, sans en faire un modèle parfait, c'est loin de ça, et c'est plein de problèmes, de contradictions et de difficultés, mais c'est une des expériences les plus riches, les plus intéressantes et les plus avancées de mouvements radicaux, mouvements subversifs, mouvements révolutionnaires au sens large du mot qu'il existe aujourd'hui dans le monde. Voilà. En insistant sur ce sur quoi terminait Mickaël, c'est-à-dire qu'en plus ça dure, parce que si vous prenez tout ce qui se passe en Amérique centrale, en Amérique latine, du point de vue des expériences politiques, il s'est passé des choses. On a parlé notamment de cette décennie où autour de Chavez, le socialisme du XXIe siècle, les expériences plus ou moins radicales de gouvernements dits progressistes, quel que soit le qualificatif qu'on mettait, on voit que la situation est beaucoup plus complexe aujourd'hui et que les zapatistes sont toujours là. Ils sont toujours là, ils tiennent, ils et elles tiennent. Voilà, et ça rejoint aussi la question qu'on évoquait, que j'évoquais tout à l'heure sur la question militaire, par exemple. C'est une des expériences aussi qui cherche à sa manière à dénouer la contradiction que j'évoquais entre l'exercice militaire et la question démocratique. Est-ce qu'ils et elles l'ont réglé ? J'en sais rien. Je pense qu'il ne s'agit pas non plus d'en faire un modèle sur tous les sujets. Il y a eu des rendez-vous manqués, des zapatistes aussi avec un certain nombre de mobilisations dans le restant du Mexique. On pourrait par exemple, on ne l'a pas fait là, mais on a dans la réactualisation, on en a parlé, mais la question des Kurdes, la question du confédéralisme démocratique, qui n'était pas présente à ce point-là au moment où on a écrit le livre, en tous les cas dans les esprits, et là aussi où des marxistes et libertaires regardent, et où là, j'allais dire, le point de tension entre l'exercice militaire et la démocratie, vu ce qui se passe en ce moment au Kurdistan n'est peut-être pas réglé de la même manière que chez les zapatistes, parce qu'il semblerait quand même que quand Abdullah Öcalan décide quelque chose, on va dire ça fonctionne quand même plutôt à la verticale. C'est pas très confédéraliste démocratique, on va dire, comme tournant politique. Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, il y a eu la déclaration un peu surprenante et fracassante de dissoudre le PKK et de déposer les armes. C'est pas la première fois par ailleurs que les Kurdes sont...
il et elle cherchent à brusquer la situation politique avec des tournants. C'est pas la première. Et puis c'est aussi l'idée de faire vivre une expérience qui a une réalité, qui est celle du confédéralisme démocratique, en particulier évidemment au Rojava qu'on suit tous et toutes. Donc, et des expériences comme ça, il n'y en a pas 10 500 en ce moment à la surface du globe. Et on s'y raccroche aussi d'autant plus. Donc pour nous, elle est importante. Et il y avait un élément que disait Mickaël qui est pour moi essentiel, je pense, pour comprendre aussi cet impact qu'ont pu avoir et qu'ont encore les zapatistes au Mexique et probablement les Kurdes, toute proportion gardée, en termes d'hégémonie à un moment donné, c'est la capacité à se dire à un moment, faut apprendre du milieu dans lequel on évolue et dans lequel on a une pratique militante. Et qu'on n'est pas là simplement pour apporter la bonne réponse. Ça aussi, c'est quelque chose qui clive et qu'on retrouve et chez les marxistes, et chez les libertaires, et chez les anarchistes. C'est quelque chose de très profond. Hein. C'est... vous voyez, en gros, il y a deux idées, mais qui est même une question philosophique et existentielle quand on milite. Hein. C'est quoi comment on va faire pour sortir du bourbier dans lequel on est. Donc il y a un premier logiciel qui consiste à dire, en fait, le bourbier, il est dans la tête des gens. Il faut leur extraire le bourbier qu'ils ont dans la tête. Donc il faut leur expliquer. Donc fondamentalement, ce qu'on fait, c'est de l'éducation populaire, mais dans ce sens-là. On va expliquer aux exploités, aux opprimés, pourquoi ils sont dans la merde et comment on peut en sortir. C'est donc un travail fondamentalement professoral. Et puis moi je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Hein. J'ai mis longtemps à le comprendre, je l'ai compris de manière complètement de travers, on va dire, comme un pas de côté, à partir d'un livre de Jacques Rancière, figurez-vous, qui s'appelle Le Maître ignorant, donc qui touche à la question de l'éducation. Donc Le Maître ignorant, pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, c'est donc dans le domaine de l'éducation. En domaine de l'éducation, je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Hein. Dans le domaine des sciences de l'éduc, je n'en sais rien. Mais en gros, il prétend, à partir d'un exemple concret, que un enseignant va apprendre une langue à des enseignants, à des étudiants, en leur mettant l'ouvrage dans la langue première, et qu'à force de le lire, les étudiants vont apprendre d'eux-mêmes la langue. Et il va les questionner dans la langue en question, et en l'occurrence c'est le français, et il va leur faire parler sur Télémac, et les étudiants vont se révéler d'eux-mêmes à parler en français. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais il théorise cette idée-là en disant, voilà, dans le domaine de l'éducation, il ne faut pas partir de l'idée de l'inégalité présupposée, mais il faut partir de l'idée de l'égalité présupposée. C'est super gonflé, parce que moi, tu me demandes spontanément, dans l'éducation, est-ce qu'il faut partir des inégalités présupposées? Je te dis oui. Il faut mettre faut mettre le paquet au niveau des moyens, au niveau des enseignants, au niveau pédagogique, dans les quartiers populaires, là où c'est le plus dur, là où la réalité de la crise et des inégalités est la plus forte, ce qui est probablement vrai. Mais lui, il part à front renversé. Il fait non, d'un point de vue éducatif, c'est-à-dire du point de vue pédagogique, il faut partir de l'égalité présupposée. C'est-à-dire que fondamentalement, potentiellement, on a tous et toutes les mêmes compétences qui sommeillent en nous. Les mêmes savoirs, les mêmes savoir-faire. Alors, une fois de plus, en termes de sciences de l'éduc, je ne sais pas ce que ça vaut, mais au niveau militant, pour moi, ça a été une révélation. Est-ce qu'on part de l'inégalité présupposée ou est-ce qu'on part de l'égalité présupposée? Et vous allez voir, ça change beaucoup de choses. Parce que si vous militez dans l'idée de l'égalité présupposée, ça veut dire que vous apprenez autant que vous enseignez. Ça veut dire que ce qu'ont fait les zapatistes, c'est d'abord s'immerger dans les masses paysannes du Chiapas, en apprenant beaucoup des questions culturelles, même des questions spirituelles, de toute une série de questions, et pas simplement dire, voilà, il y a le manuel, je vais te le répéter, et tu vas le comprendre. Et ça, mine de rien, dans la période qui s'ouvre, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Qu'on ait les armes à la main ou qu'on ne les ait pas, j'allais dire. Donc peut-être que j'ai l'impression de me décaler, mais pas tant que ça, parce que ça explique aussi le succès des zapatistes, vous voyez, dans la région du Chiapas, ou même les Kurdes. Hein. Pour ceux et celles qui ont eu éventuellement l'occasion d'aller sur place, moi, je ne crois pas qu'il y ait à ce niveau-là un tel niveau d'hégémonie. Vous avez le Névroz, c'est-à-dire la fête du printemps, au Kurdistan turc ou même dans le nord de la Syrie. Là, c'est des masses. Hein. C'est des masses entières qui ont les drapeaux du PKK et qui, à mon avis, doivent encore l'avoir quelque part, pas très loin, malgré la décision qui a été prise. Je voulais dire un mot. Nous, Eleni et moi, nous avons été au Kurdistan, en Turquie, récemment, et on confirme ce qui a été dit. Mais je voudrais donner un autre exemple sur la question de l'éducation, disons. Et c'est Rosa Luxembourg. Et il y a deux aspects, je pense qu'il faut le voir dialectiquement. Il y a deux aspects. Rosa Luxembourg disait, je pense qu'elle avait 1000 fois raison, que les masses populaires et les masses des travailleurs apprennent plus en quelques jours de lutte révolutionnaire, des grèves générales, etc.,
que pendant des années à écouter des discours et à lire des tracts ou des brochures du parti. Hein. Voilà. Donc, c'est dans la praxis collective que la conscience se développe, hein, qu'elle surgit comme une étincelle incendiaire. Bon, ça c'est très juste, je pense, l'histoire les confirme. Mais en même temps, qu'est-ce que fait Rosa Luxembourg pendant toute sa vie? Elle a écrit des articles, des tracts, des brochures et des livres. Oui. Donc il en faut aussi. Hein. Il faut les deux. Hein. Il faut la combinaison dialectique des deux, hein. Le travail d'éducation, d'écriture, etc. Mais sachant que finalement, c'est dans la praxis collective que les choses se décident. Voilà. Je voulais juste rajouter quelque chose sur les apatistes, puisque Nicolas et moi on y allait là-bas. C'est que ce qui m'avait moi vraiment marqué, déjà à l'époque, c'est que les mandats étaient tournants, vraiment, et que bon, il y avait autant d'hommes que de femmes, et souvent c'était des paysans et qui au début pouvaient se dire mais moi j'ai pas les compétences. Et en fait, on leur disait, ben en fait, si, tu les as, parce que tu connais ton travail, tu connais ta communauté, tu sais de quoi on a besoin. Et donc, on partait vraiment de l'individu qui, évidemment, se sentait pas tout de suite des capacités, mais c'était, on faisait vraiment, voilà, tu y vas, tu verras bien, tu apprendras sur le tas, il y aura des camarades pour t'aider, tu vas tenir 1 mois la présidence du truc, et après, ça tournera, ça sera un autre. Et voilà, et ça, et nous qui venons du milieu libertaire et donc de l'autogestion, on voit bien dans l'autogestion, bon, c'est pas forcément toujours, mais que en fait, on doit c'est-à-dire se porter volontaire pour une tâche, et qu'en fait, c'est toujours les mêmes souvent qui le font, et qu'il n'y a pas forcément, on pousse pas en fait, on pousse pas les gens, notamment des femmes ou des gens qui ont du mal à parler en public. À le faire. Il n'y a pas vraiment de formation non plus pour le faire. Et donc, ça questionne aussi les limites de l'autogestion. Nous, on a milité pendant plus de 10-15 ans à la CNT. Bon, in fine, en tout cas, personnellement, je trouve que le constat de l'autogestion, il a été dur, quoi. Il a été vraiment dur. C'était pas facile, quoi. Voilà. Un peu d'autocritique. On va quand même vous laisser la parole. J'imagine qu'il y a des questions, que si vous voulez poser des questions à Mickaël et Olivier. On vous passe le micro. C'est pas une question, c'est juste que vous rejoignez en fait ce qu'a dit un élu de Kanaki il y a peu de temps au CICP. Qui disait, mais moi quand je vais dans une manifestation, je vois une quantité de tracts, alors j'en ramasse une quantité, et je me dis qu'en fait, ça ne peut pas marcher, la révolution ne pourra jamais marcher, parce qu'avec autant de tracts et autant d'organisations qui ne se parlent pas, on n'y arrivera jamais. Et ça rejoint vraiment ce que vous dites. Voilà. Non, je pense que c'est vrai qu'il y a trop d'organisations. Hein. Et surtout, les organisations révolutionnaires ont la tendance fâcheuse de se diviser et de rediviser. Et bon, on connaît tout ça. Mais en même temps, l'idée qu'on pourrait être tous ensemble dans un grand bloc homogène, c'est une illusion. Hein. Bon, il y a un grand révolutionnaire latino-américain qui s'appelait Mariátegui, qui a écrit un texte sur le 1er mai où il dit: la diversité de positions, d'opinions et d'organisations, ce n'est pas quelque chose de nuisible dans le mouvement. Mais ce qu'il faut apprendre, c'est l'unité. C'est-à-dire, à partir de cette diversité, être capable d'agir ensemble. C'est ça le grand défi. Donc, il peut exister une diversité, mais il faut trouver au moment décisif, la capacité d'agir ensemble, d'agir de forme unifiée. Voilà, je pense que c'est juste. Non, mais je fais une petite parenthèse. Je me disais que c'est aussi bien d'avoir ce débat à Montreuil, parce que Montreuil, c'est une ville où il y a vraiment toutes les tendances de la gauche radicale, dirons-nous. Et effectivement,
on se connaît tous. De toute façon, même, on voit bien nos organisations, on défile tous ensemble dans la rue. On a le même ennemi. On est tous là. Et effectivement, ça nous est arrivé dans des cortèges syndicaux de se prendre la tête avec d'autres organisations. Bon, voilà, c'est évident. Mais ça a vraiment un sens à Montreuil. Il y a eu aussi des moments où on a resserré les rangs, où tout le monde était en rang serré contre, par exemple, l'avenue de Dieudonné à Montreuil, où là, tout le monde a fait bloc et c'était hyper chouette. Bon, après, là, voilà, c'est vraiment sur un événement ponctuel et on ne parle pas stratégie. D'ailleurs, on n'avait pas du tout toute la même stratégie pour pas que le bus rentre dans Montreuil, mais il n'est pas rentré. Voilà. Je vous laisse la parole. C'est anecdotique ce que je vais raconter, mais hier, je me suis retrouvée par hasard à une réunion. Je ne suis pas du tout de Montreuil, hein, j'habite Strasbourg. Je me suis retrouvée dans une réunion à Montreuil qui était exactement ça. Et je trouve ça assez tragique parce qu'en fait, ça essayait de se refédérer autour de Gaza. Et moi, je trouve ça tragique. Mais je trouve ça formidable que ça puisse avoir lieu, puisqu'on connaît quand même ce qui s'est passé au moment des législatives, etc., etc. Même à Strasbourg, j'en ai entendu parler. Voilà, et que donc ça se refédère sur une tragédie pareille, ça me fait quand même un peu flipper, quoi. Dès qu'on parle de tragédie, tu veux que je prenne la parole? Ouais, mais je pense que, en le disant avec un autre mot, je pense que l'urgence, c'est aussi un moteur. Hein. L'extrême droite est aussi un moteur qui est censé nous rappeler aussi 2-3 évidences, mais qui n'est pas gagné d'avance. Il y a une contribution de Naomi Klein, là, récente. Naomi Klein, donc, vous la situez, hein, c'est une essayiste qui était notamment très, 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 très en vue au moment du mouvement altermondialiste, on va dire ça comme ça. Elle a écrit une contribution sur l'art et la manière qu'a la gauche radicale de se bouffer la gueule. Bon, elle l'écrit pas comme ça, hein, bien sûr. C'est ma traduction à moi, mais c'est-à-dire comment vous prenez un sujet de discussion, qui est un sujet de discussion tout à fait légitime, normal et même incontournable. Comment vous allez prendre ce sujet de discussion légitime pour en faire un sujet de débat important. Puis ce sujet de débat important, vous allez en faire un sujet de débat très important. Puis un sujet de débat existentiel, qui est tellement existentiel que vous finissez par vous en prendre à celui qui est à côté, avec beaucoup plus de véhémence, voire de violence, que face à l'ennemi principal, à l'adversaire politique. Et ça, je veux dire, et même dire ce que je dis là, je sais pas, j'ai eu l'occasion de le dire même récemment sur des thématiques, je sais pas, moi, des fois les bras m'en tombent, quoi, ou en plus, ça soit moi qui suis obligé de dire qu'il faut être révolutionnaire, enfin il faut, si on a envie, hein, évidemment, révolutionnaire et unitaire en même temps, prendre des volets de bois vert sur le thème, ah ouais, toi aussi, tu veux faire, je cite, avec les socialopes, par exemple. J'ai reçu ça sur des réseaux sociaux, avec des logos d'organisations politiques que je ne citerai pas. Et d'habitude, je ne le fais pas, mais là aussi, j'ai répondu en disant, mais tu sais, regarde le logo de ton organisation, tu m'as tenu un propos sexiste et sectaire dans la même phrase. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que cette personne, tout de suite après, m'a écrit des tartines. C'était la confusion sur, non mais je voulais pas dire ça, mais parce que ta. Et en fait, je veux dire, non mais c'est le degré de confusion dont on est en train de parler. On peut avoir des sujets de discussion majeurs, de discorde majeurs, et être capable, en effet, par une pratique, de tenter de les gérer un peu différemment. Et l'urgence nous rappelle, on peut espérer que ça soit le cas. Parce que sinon, malheureusement, je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Même l'urgence, ici à Montreuil, mais Montreuil, on sait que c'est... Voilà, Montreuil, c'est l'avant-garde, le microclimat, mais c'est pas le cas comme ça. C'est pas le cas comme ça malheureusement partout. Donc même discuter des questions stratégiques, il faut pouvoir les débattre. Et une fois encore, et je partage ce que disait Mickaël, c'est-à-dire qu'il faut avoir une singularité politique parce qu'on a tous une histoire, une trajectoire politique, et être capable d'avoir un minimum des espoirs et des espérances et des espaces politiques sociaux communs, quoi. Voilà. Justement sur ce point-là, on a parlé des dissensions internes du coup qui regardent les courants du mouvement de l'émancipation. Sur le rapport à l'extérieur, justement, il y a le dogmatisme interne qui fait qu'on fait des questions existentielles, etc. Est-ce que vous avez consacré un bout du bouquin à la pureté, à l'idée que ou aux différentes méthodes respectives des courants qui vont vers justement agrandir le mouvement, améliorer les politisations, puisque vous avez dit que
les mouvements de praxis collective sont des mouvements de politisation intense, certes, mais vous avez dit quand il y a une grève générale, etc. Mais encore faut-il qu'elle soit là, cette grève générale, qu'elle se déclenche, etc. etc. Donc est-ce que vous avez aussi pensé sur le regarder dehors, en fait, dehors de mouvements, comment on les fait grandir, comment on les fait évoluer, etc. etc. Merci. Écoutez, nous n'avons pas, malheureusement, nous n'avons pas une stratégie clé en main, une solution pour le dilemme des révolutionnaires, de comment mobiliser les grandes masses, les porter vers l'avenir libertaire aux communistes. Malheureusement, on n'a pas ça. On tâtonne, c'est ça la vérité, on tâtonne. Simplement, on a le sentiment que dans cette recherche de la voie vers l'émancipation, il ne faut pas qu'on s'enferme dans une tradition, dans un dogme. Il faut qu'on soit ouvert, qu'on essaye d'apprendre avec d'autres conceptions et d'autres expériences, et qu'on soit plus humble. C'est ça un peu notre attitude, notre état d'esprit qui a inspiré ces livres, n'est-ce pas? Bon, on vient du marxisme, on s'est formé dans le marxisme. On ne réunit pas le marxisme, mais on pense qu'on a quelque chose à apprendre aussi du côté des libertaires. Comme on a des choses à apprendre du côté des écologistes, des apatistes, du Rojava, etc. Bon, mais là, concrètement, ça fait pas mal de temps qu'on pense que les marxistes doivent être ouverts à apprendre des choses du mouvement libertaire, à apprendre des expériences révolutionnaires du mouvement libertaire, comme en Espagne, de lire les auteurs libertaires parce qu'ils ont des choses à nous apprendre. C'est ça notre esprit. Mais on n'a pas, malheureusement, on ne peut pas dire que ce livre va donner la ligne qu'il faut suivre pour faire la révolution. Là, malheureusement, on n'est pas là. Mais au moins, on essaye de faire passer cette idée, que nous, les marxistes, avons beaucoup à apprendre avec les libertaires et que l'histoire du mouvement ouvrier est faite aussi de cette convergence. Voilà. Tu le vends mal, le livre, c'est incroyable. Non, dans la lignée de ce que dit Mickaël, nous, puis en plus de manière plus personnelle à deux, donc collective, je pense que nous, en tant que marxistes, il y a quelque chose dans la culture politique libertaire et ses différentes sensibilités, parce que là, depuis le début, on dit marxiste comme si c'était un bloc, libertaire comme si c'était un bloc, alors qu'en réalité, il y a plein de familles de trajectoires politiques différentes qu'on a essayé aussi de discerner. Mais nous, en tant que marxistes, globalement, dans la culture politique libertaire, c'est la critique préventive des effets ravageurs de la question du pouvoir et des institutions. Et ça, c'est là où c'est d'une brûlante actualité. Voilà, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Le pouvoir rend dingue, le pouvoir est maudit, le pouvoir donne des vertiges, comme disait Louise Michel. La gauche institutionnelle, même nos camarades de lutte, même dans la gauche radicale, sont souvent, malheureusement, pris par ça. Voilà. Et cette prévention-là, pour moi, je ne sais pas comment dire, mais moi, je demande d'autorisation à personne, je me l'approprie. J'essaye de me l'approprier, mais je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire, moi, j'ai pris ça comme pendant très longtemps, de là où j'étais humblement, je voyais simplement les ravages que ça pouvait susciter, et je me disais, mais comment on fait face à ça ? Et là où ça renvoie encore une tension à un angle mort, qui répond peut-être aussi à ta question de comment on s'élargit, c'est que pour autant, il faut bien penser ce qu'on ferait nous en situation. Il ne suffit pas de dire le pouvoir rend malade, le pouvoir donne des vertiges, qu'est-ce qu'on ferait nous ? Parce qu'on est dans une situation politique tellement marquée par l'urgence, par la crise globale, que l'accident peut... moi, personnellement, je pense que l'accident peut arriver à n'importe quel instant. Hein. L'accident social, l'accident politique, l'accident électoral, du point de vue dominant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une rupture majeure, peut-être complètement... Je sais que c'est l'apathie, donc... en plus, aujourd'hui, il flotte, donc vous allez me trouver complètement à l'ouest. Mais je sais qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment dans la rue, mais je pense que c'est un effet d'optique. Je pense que je ne me fais pas, moi, trop de soucis sur le fait qu'à un moment ou à un autre, ça va se réinviter. Mais ça peut se réinviter, même massivement,
mais avec un problème politique, mais pas au sens partidaire du terme. Maintenu, c'est-à-dire comment on fait pour que ça produise quelque chose. C'est-à-dire comment nos solutions, on arrive à les formuler pour aujourd'hui. Et ça aussi, c'est une mini-rupture, politique. C'est-à-dire il ne suffit pas de dire... il suffit pas simplement de critiquer ce que font les autres, ce que fait l'État, mais penser ce qu'on ferait nous en cas de rupture. Ce qui ne veut pas dire que ce serait nos solutions dans le cadre d'un projet clé en main, mais quelles seraient les mesures qu'on préconiserait nous dans tous les domaines de la vie, en acte, en situation. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est une contradiction, c'est-à-dire penser ce qu'on pourrait faire. Donc c'est une forme de pouvoir. Et pas forcément dans le même cadre, c'est-à-dire comment tu fais pour, en tous les cas, commencer dans le même cadre, parce qu'en effet, tu as raison, la rupture, elle va jaillir de ce cadre-là, mais pour éteindre une forme de cadre existant, mais en inventer un autre, parce que pour le coup, la politique, elle a vraiment horreur du vide. Et quand tu regardes là, entre marxistes et libertaires, on s'est même amusé au jeu de piste, parfois surprenant, après la Commune de Paris, qui a dit, par exemple, il a manqué à la Commune un gouvernement et une armée. Et qui a dit, en fait, la Commune, c'est la preuve en acte de l'extinction de l'État. Et je vous dis, Bakounine et Marx. Je suis à peu près sûr que vous allez flécher les noms. Et à coup sûr, vous allez vous tromper. Parce qu'il faut une armée et un gouvernement, c'est Bakounine. L'extinction de l'État, c'est Marx. C'est-à-dire que Marx, tout de suite après la Commune, il a objectivement des intonations beaucoup plus libertaires que d'autres. Donc, des fois, c'est troublant. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que quand on essaye de raisonner en situation, c'est très complexe. C'est vraiment très complexe. Ce serait quoi nos services publics à nous ? Satisfaire les besoins immédiats dans le domaine de l'éducation, du 4e âge, dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de l'alimentation. On peut tout prendre. Mais c'est quoi des services publics sous contrôle de la population, pas simplement des salariés ? C'est-à-dire des formes de socialisation qui ne soient pas des formes de nationalisation, donc de bureaucratisation. C'est quoi dans tous les domaines de la vie ? Dans tous les domaines de la vie. Et ça, là, il se trouve que j'ai discuté avec un militant argentin qui s'appelle Santucho, qui porte un nom, puisque son père était un des dirigeants d'un mouvement de guérilla en Argentine dans les années 70 qui s'appelait l'ERP, le PRT, Parti révolutionnaire des travailleurs. Et son père, Santucho, qui était le principal dirigeant, il est mort en 1976, et assassiné dans la dictature, et donc c'est son fils. Et lui, il avait une belle formule, puisque donc lui, il était très présent dans, on va dire, mouvementiste, dans les mouvements du début des années 2000. Vous savez, il y a eu une grande crise économique en Argentine, bon bref. Et il disait, voilà, il fait dans les années 70, en fait, il dit les 3 générations de la gauche. Il dit, dans les années 70, la gauche voulait prendre le pouvoir pour changer la société. Il dit, ma génération, on voulait changer la société sans prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, on a une gauche qui veut prendre le pouvoir et qui veut plus changer la société. Et en fait, c'est l'État tel qu'il est. Et donc, on avait la fameuse discussion sur comment tu fais pour prendre le pouvoir sans te faire prendre par le pouvoir, qui est en effet une question... et c'était, tu parlais des apatistes, moi je me souviens qu'on avait eu un échange avec John Holloway. Là aussi, c'est comment... avec John Holloway, par exemple, avec qui je ne suis pas d'accord sur cette solution-là, stratégique, de changer la société sans prendre le pouvoir. Mais mine de rien, avec lui, tu peux avoir une discussion, par exemple. C'est une culture politique non sectaire qui est capable de prendre et à partir d'une expérience, de dire voilà, on va se poser ces questions-là, même si on ne les règle pas. Et donc, il faut à la fois agir et en même temps, et là-dedans, l'internationalisme, puis c'est quand même, je suis obligé de dire un mot des Kanaks, parce que dans l'internationalisme, ce qu'on a aussi en commun dans nos familles politiques, c'est quand on lutte de manière internationaliste, c'est de bien comprendre que, l'internationalisme fait partie de la solution et pas du problème. C'est-à-dire comprendre que la victoire ou la défaite des autres peuples aura une incidence sur nos propres victoires et nos propres défaites, et que dans l'internationalisme, nous n'oublions pas, nous, notre propre colonialisme. Et que là, en l'occurrence, il y a des prisonniers politiques kanaks en ce moment même. Certains sont libérés, d'autres pas. On est dans cette procédure, et ça dépend de nous. On est dans le cœur de la bête, on est dans une puissance colonialiste, impérialiste, et là aussi, dans les rassemblements, on aimerait que les rangs de la gauche soient un peu plus fournis, quoi, on va dire, contre le colonialisme actuel. Je voulais juste dire un mot sur Holloway. Bon, il y a pas mal d'années, j'ai rencontré Holloway au Mexique et son livre était récemment paru. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas d'accord avec toi pour telle raison. Il a dit, écoute, j'aimerais que tu écrives une recension de mon livre parce que je sais que tu n'es pas d'accord, mais je sais que tu respectes mon point de vue. Donc, j'ai fait la recension, il a répondu, moi j'ai répondu à sa réponse. Voilà, il y a un échange comme ça qui a été publié après comme un livre. Parce que, bon, on n'était pas d'accord, mais on se respectait mutuellement. Hein, et donc, on pouvait avoir un dialogue
qui faisait avancer la réflexion. Voilà. Vous aviez le même ennemi. Ah oui, ah oui, eh oui, évidemment. Évidemment, oui. Ouais, bonsoir. Je ne vous ai pas entendu parler de communalisme de Murray Bookchin, qui a l'air d'une sorte de mix marxisto-libertaire. Et je voulais savoir si vous en parliez dans la première version de votre livre ou dans la deuxième version, ou si vous n'en parlez pas du tout. Voilà. Je viens d'ouvrir une page, comme beaucoup de libertaires, Bookchin. Page 208. Comme beaucoup de libertaires, Bookchin insiste sur la décentralisation économique et politique, la démocratie directe, etc. C'est qu'il appelle parfois le socialisme municipaliste. Et il cite souvent au modèle la police grecque ancienne. Bien. Alors, Murray Bookchin, je pense que c'est un penseur extrêmement important, pour au moins deux raisons. Premièrement, c'est un pionnier d'une écologie anticapitaliste. C'est vraiment un des premiers à penser la crise écologique, quand à une époque où presque toute la gauche l'ignorait solennellement, et dans une optique révolutionnaire, une optique anticapitaliste, une optique libertaire. Bien. Et puis, l'autre qualité, c'est cette réflexion libertaire d'une démocratie fondée sur les communautés locales, sur la commune locale, sur la municipalité, etc. Donc, c'est ces deux idées très fortes qui font que c'est un penseur que je trouve extrêmement riche, extrêmement important. Et ce n'est pas un hasard qu'il a été un des inspirateurs de Öcalan dans la formulation de ce qu'il appelle le confédéralisme démocratique, et donc un des inspirateurs de l'expérience du Rojava. Hein. Bon, ce n'est pas exactement ce qui avait écrit Bookchin, mais on voit qu'il y a cette inspiration. Hein. Donc, si un penseur qui a pu inspirer un mouvement révolutionnaire aussi important, donc c'est un penseur qui doit être pris au sérieux. Bon, cela dit, on a des désaccords avec lui. Le principal, entre autres, un des principaux désaccords qu'on a, justement, c'est la conception exclusivement locale et municipale du socialisme. Hein. Il arrive parfois même à dire que les municipalités doivent être économiquement autarciques, hein, c'est-à-dire produire et consommer uniquement au niveau de la municipalité. Bon, donc nous, on pense qu'il y a beaucoup de questions, peut-être la plupart qui peuvent être effectivement résolues au niveau local ou municipal, mais il y a des questions qui se posent au niveau d'une région, au niveau d'un pays, au niveau d'un continent et à l'échelle globale, internationale. Hein. Et la question écologique, c'est un exemple. Mais bon, je ne vais pas développer l'exemple, mais pour dire que Murray Bookchin, c'est quelqu'un qu'on prend très au sérieux, avec lequel on a pas mal d'accords, mais on a aussi quelques désaccords. Je ne sais pas si vous avez encore des réflexions, questions. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas. Voilà, non. Non, ce que je veux dire, c'est que on peut continuer aussi à discuter de manière moins informelle en étant comme ça. On va boire un coup. Donc, vous pouvez plier vos chaises, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est comme ça par derrière. Elles sont un peu... Voilà. Et donc, on va boire un coup. Si vous pouvez, je ne sais pas, vous dédicacer des bouquins en buvant un coup. Et merci beaucoup. Gardons espoir. Même si avoir un peu d'espoir à gauche en ce moment, c'est compliqué.